à la faveur de l'évolution des technologies de l'information, les réseaux sociaux sont devenus la chose la plus courante et beaucoup de jeunes ne se font pas prier pour aller sur les réseaux sociaux, télécharger et passer, suivre donc, n'est-ce pas, des spots qui passent tous azimuts. Mais le problème est que ceux qui mettent certaines informations ou qui font des spots ou bien qui relaient les informations ne sont pas toujours des personnes qui ont eux-mêmes d'abord une maîtrise suffisante de la langue. Et ce ne sont pas toujours des personnes qui savent proprement parler en tenant compte, donc, n'est-ce pas, de la moralité du discours, de l'éthique que doit comporter le message. Ils libèrent seulement selon leur inspiration et selon leur capacité langagière. Mais le jeune qui est encore à l'école et qui suit, n'est-ce pas, et qui télécharge, ça l'amuse. Première chose, il va croire que tout ce que l'autre dit se dit de cette manière-là. Si lui-même n'a pas la culture qu'il faut, il va croire que c'est de cette façon qu'on le dit. Or, sur les réseaux sociaux, celui qui parle peut être proprement en train, donc, n'est-ce pas, de parler un charabia déroutant, mais ça lui permet juste de passer son information. Mais le jeune va croire qu'on peut dire ça de cette manière-là. Première chose, il va prendre, donc, n'est-ce pas, dans son système langagier, il va prendre, donc, n'est-ce pas, des expressions, des mots qui, en fait, n'ont pas de sens ou ne s'emploient pas comme cela. Deuxième chose, il va croire que la manière même dont on communique, qu'il peut imiter et dire la même chose, il va commencer parfois par écorcher, même, n'est-ce pas, des grandes personnes dans son langage, s'il n'a pas la maturité requise pour faire la part des choses. Ils vont parfois s'amuser, ils jouent sur ces informations qui passent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas les en empêcher, mais normalement, il doit y avoir une réglementation. Vous savez, il y a, par exemple, dans certains pays, une réglementation telle que les enfants, lorsqu'ils veulent aller, donc, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, le système même leur demande leur âge. Et en fonction de leur âge, les sites sur lesquels ils peuvent aller sont définis. Si c'est pour aller faire des recherches, si c'est pour des informations d'ordre scolaire ou pour sa culture, ça s'ouvre à lui. Mais si c'est pour aller voir tout ce qui se raconte ou des scènes impossibles, ça ne s'ouvre pas. La langue est un outil de communication par excellence. Et lorsque nous nous mettons dans la rue, la langue permet de communiquer et on n'y met pas les soins et toutes les mesures que l'on met dans un cadre scolaire, dans un cadre académique. Or, sur les jeunes, nous parlons donc, n'est-ce pas, des enfants en âge scolarisable et qui ont besoin d'apprendre à mieux communiquer, à bien parler et qui ont besoin de connaître les mots justes. Est-ce que vous voyez? Alors, à ce niveau, il faudrait effectivement que dans leur évolution, ils sachent que tout ne se dit pas. Et s'il ne comprend pas, il va donc tout se permettre par les livres qu'ils doivent, n'est-ce pas, s'instruire, s'informer et améliorer leur capacité langagière. Deuxième chose, il faudrait que même lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, qu'ils sachent, n'est-ce pas, quoi voir, quoi sélectionner, quoi jouer, quoi enregistrer. Parce que tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Il faut sélectionner et ne pas, donc, n'est-ce pas, s'habituer à recopier ce qui est mauvais, de peur que cela prenne le dessus. Donc, il faut qu'ils reprennent, donc, n'est-ce pas, le goût de la lecture. Il faut qu'ils suivent des émissions, des débats sur lesquels les personnes qui interviennent pourront soigner un peu, donc, n'est-ce pas, leur niveau de communication, leur langage et soigner la manière dont ils parlent la langue. L'Église est présente au Bénin depuis plus de 150 ans, de façon continuelle, et la collaboration est optimale. Et je pense que ça aussi, on pourra continuer à développer la présence de l'Église
au Bénin est très positive et continue à se développer pour le bien-être spirituel de la population et surtout pour aider dans les domaines sociaux qui sont aussi très importants pour toute la population. Nous nous réjouissons maintenant de l'établissement de confiance aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Maintenant, tout notre souhait, et de par l'entretien qu'on a eu avec le chef de l'État, c'est en tout cas dans la mesure du possible, essayer d'aller directement dans la composition de la commission mixte nigéro-béninoise, donc dans le rôle et de se pencher par rapport à tous les différends qui intéressent les deux pays. Le Canada va faire avancer ses relations diplomatiques avec l'Afrique. Pour le Bénin, ça veut dire que le Canada a confirmé notre intention d'ouvrir une ambassade à part entière ici au Bénin. D'autres priorités pour le Canada, non seulement en Afrique, mais aussi au Bénin, incluent la croissance économique. Ici, il y a beaucoup de potentiel de faire avancer les relations commerciales entre le Canada et le Bénin. D'abord, nous avons réitéré les relations historiques d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Et ensuite, nous avons évoqué les différentes pistes. Disons, on a déjà une coopération, mais comment raffermir les relations de coopération que nous avons déjà entre nos deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, à travers des programmes d'échange interuniversitaires. Nous avons également évoqué la nécessité de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer pour aller vers d'autres marchés. Nous avons des entreprises ivoiriennes qui peuvent venir s'installer ici. Nous avons des entreprises béninoises qui peuvent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Heureusement que nous avons la zone de libre-échange continentale. Tout le monde est satisfait des relations qui existent entre nos deux pays et tout le monde est conscient que ces relations doivent être davantage une priorité pour les deux pays. Donc on est deux pays frères, deux pays amis, liés par des accords diplomatiques et politiques et commerciaux. Nous sommes là pour faire évoluer ces relations pour atteindre un stade honorable. Donc on fera pour le mieux pour que ces relations soient une référence des relations entre deux pays africains. Au cours de l'audience que m'a accordée le chef de l'État, on a passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Bénin et les perspectives de leur développement. Nous avons également parlé des différentes échéances bilatérales qui se profilent dans un proche futur. On a eu une très bonne discussion avec Monsieur le Président et pour en discuter les projets dans le domaine agricole. Le Brésil, c'est un des pays plus forts pour les hautes technologies et on a un lieu historique avec le Bénin et nous sommes là pour aider le pays à transférer notre savoir-faire pour contribuer avec la souveraineté alimentaire et donner l'indépendance pour la sécurité du point de vue des aliments pour le pays du Bénin et toute la population. Le projet qui nous ont amenés a été un projet très apprécié par le président du Conseil économique et social et ils doivent également visiter sur le terrain ce que nous faisons afin qu'un partenariat soit installé entre le Bénin et le Brésil pour que les producteurs du Bénin puissent profiter de ce qui se fait au niveau du Brésil. Le projet a une échelle industrielle. Ils sont venus avec un projet de développement qu'ils ont soumis à notre appréciation. Ce projet a un niveau industriel. Nous en avons vraiment discuté, apprécié, mais nous avons souhaité que, au-delà, et en dessous même du projet industriel, que ce projet puisse impacter même les producteurs individuels. Puisque ce projet, nous en avons plusieurs, tels que c'est ressorti dans les discussions. Ça concerne l'agriculture et comment dirais-je,
l'aviculture, l'élevage, l'agriculture, de tous les secteurs du monde agricole. Donc ça a été vraiment des discussions très, très enrichies et nous avons même souhaité que nous puissions visiter ce qu'ils font, ces œufs, afin de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Quand on voit, on comprend encore mieux que quand on écoute seulement. Ce lundi, le Niger a annoncé son retrait de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce départ marque un tournant dans la politique extérieure du pays qui rompt ainsi ses liens avec la France. L'OIF regroupe 88 États, principalement francophones. Cette rupture est d'autant plus symbolique que l'organisation a été fondée à Niamey en 1970. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères nigérien a précisé que cette décision a été prise de manière souveraine. Suspendu de l'OIF après le renversement du président élu Mohamed Bazoum, le Niger avait été sommé par l'organisation de rétablir l'ordre constitutionnel et de libérer Bazoum qui reste toujours détenu par la junte au pouvoir. Ce retrait survient après que le Niger ait également quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger forge désormais des alliances avec les juntes militaires du Burkina Faso et du Mali, ainsi qu'avec la Russie, et se détourne progressivement de ses relations avec les puissances occidentales. Le Mali a officiellement annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, emboîtant le pas à ses voisins et alliés le Niger et le Burkina Faso. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dénonce une application sélective des sanctions motivées par des considérations géopolitiques ainsi qu'un mépris pour la souveraineté des États concernés. Il accuse également l'OIF d'être devenu un instrument politique téléguidé. Selon le communiqué, la décision de retrait a déjà été notifiée par les États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel en conformité avec l'article 10 de la charte de l'OIF. Avec le départ du Mali et du Niger, l'organisation perd 2 de ses membres fondateurs qui avaient pris part au sommet de Niamey le 20 mars 1970. Pour rappel, le Mali avait été suspendu par l'OIF en août 2020 suite au coup d'État ayant renversé le président Ibek. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont rencontrés à Doha au Qatar ce mardi sous la médiation de l'émir Tamim Ben Hamed El Thani. Ils ont cherché à désamorcer la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC où le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda a conquis de larges territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Lors de cette rencontre d'une durée d'environ 45 minutes, les 2 dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils ont convenu de poursuivre leurs discussions pour trouver une solution durable au conflit. Ce dialogue intervient dans un contexte de pressions occidentales et de sanctions ciblant le Rwanda, alors que Kinshasa, qui accusait son voisin de soutenir la rébellion, montre désormais une volonté d'entamer des négociations directes avec le M23. Ce face-à-face inattendu pourrait bien représenter un tournant dans la recherche d'une paix durable dans la région. Parmi les structures en difficulté depuis l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC, le centre de réhabilitation des primates de Louiro rencontre des difficultés pour nourrir les centaines de chimpanzés et de singes du centre. Il y a près de 2 mois, le M23, soutenu par des troupes rwandaises, a pris le contrôle de la ville de Goma avant de débuter son avancée sur Bukavu. Pour le moment, on a 127 chimpanzés et 118 petits singes. Bon, pour nourrir ça, on est en train de nourrir par rapport à... On se force. Il y a les managers, la directrice qui n'est pas ici, elle est en train d'envoyer quelque chose pour nourrir les animaux. Mais ce n'est pas suffisant, c'est parce que, vous voyez la guerre, toutes les choses sont vraiment par terre. Le centre accueille des primates orphelins qui mouraient dans la nature. Le directeur adjoint du centre a déclaré que les banques sont fermées depuis le début des combats. Quand les animaux écoutaient les coups de balles, et aussi se cachent, ils commencent à crier. Ils veulent même de sortir, d'échapper. Mais comme il y a des soigneurs, ils disent, comme nous sommes en train de voir notre frère ici, notre papa ici, donc il n'y a pas du tout danger. Mais dans lui, il ne peut pas manger convenablement comme il mangeait quand il n'y a pas quelque chose qui se passe.
La plupart des partenaires du centre des primates de Luiro se trouvent à l'extérieur de la République démocratique du Congo. L'argent utilisé pour nourrir les animaux se retrouve bloqué dans des banques fermées depuis l'arrivée du M23. Une bombe placée en bord de route a explosé mardi près du palais présidentiel somalien. Dans un communiqué, le ministère de l'Information a qualifié l'attentat perpétré dans la capitale Mogadiscio d'acte lâche et désespéré du groupe militant Al-Shabaab qu'il a revendiqué par le biais d'un site internet allié. Le gouvernement a ajouté qu'Al-Shabaab visait le convoi du président Hassan Sheikh Mohamoud après qu'il a été chassé du palais présidentiel avant de se diriger vers l'aéroport principal. Le président somalien se rendait à Middle Shabelle, dans le sud de la Somalie, pour superviser les opérations militaires contre Al-Shabaab. Un témoin dit avoir vu 3 corps sur les lieux. Agatha Biarimana sera-t-elle mise en examen en France ? La Cour d'appel de Paris doit examiner mercredi le recours déposé par le parquet national antiterroriste français contre la veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Le document porte sur son rôle présumé dans le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. Agatha Biarimana, 82 ans, pourrait être inculpée pour association de malfaiteurs en vue de commettre le génocide et des crimes contre l'humanité. Alors que la justice française a ouvert une enquête contre l'ex-première dame du Rwanda depuis 2008 pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Les enquêteurs mettent en avant le rôle qu'elle aurait joué au sein de l'Akazu, un groupe proche du pouvoir hutu accusé d'avoir planifié le génocide. La défense parle d'un coup de poker à quelques semaines de la date anniversaire du génocide des Tutsis et des Hutus modérés au Rwanda. Environ 800 000 personnes avaient été tuées en 1994. Alors que les souverains des Pays-Bas effectuent une visite d'État de 3 jours au Kenya, le roi Willem-Alexander a fait référence aux droits de l'homme des Kenyans lors d'une allocution mardi. Le mois dernier, le gouvernement néerlandais a déclaré avoir reçu plus de 300 courriels demandant l'annulation de la visite d'État. Plus de 20 000 Kenyans avaient signé une pétition accusant leur président de mettre en place une politique de répression. Avec une population dont l'âge moyen est de 20 ans, votre pays a la chance de pouvoir compter sur les idées et l'énergie de millions de jeunes citoyens. Les habitants du Kenya, comme ceux des Pays-Bas, veulent que leurs droits de citoyens libres soient respectés et que leur voix soit entendue. Je suis heureux que les relations solides et mûres entre nos deux pays nous permettent de consacrer notre attention au cours de cette visite à des questions telles que les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'obligation de rendre des comptes. Le roi Willem-Alexander a été honoré par une salve de 21 coups de canon et a inspecté une garde d'honneur au bureau gouvernemental du président kényan William Ruto. Nos nations partagent un partenariat stratégique qui remonte à 1964. Au fil des décennies, cette relation a évolué sous l'impulsion d'un respect mutuel, d'aspirations communes et d'une vision partagée d'un avenir plus vert, plus durable et plus prospère. Nous avons discuté de l'approfondissement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce, du tourisme, de l'action climatique et de la sécurité régionale. La ville de Nairobi a été accusée d'arrêter et de détenir ses détracteurs, en particulier après les manifestations antigouvernementales de juin 2024, durant lesquelles les manifestants ont protesté contre les nouvelles taxes votées par les Le Centre Pompidou à Paris rend hommage aux artistes d'ascendance africaine avec l'exposition Paris Noir, une rétrospective inédite qui explore leur présence et leur influence dans la capitale française entre les années 50 et 2000. L'exposition réunit près de 300 œuvres de 150 artistes majeurs. Paris Noir est une exposition collective très ambitieuse qui présente 150 artistes des Caraïbes, d'Afrique et des États-Unis. Elle suit l'incroyable épopée de la décolonisation à Paris et montre Paris comme un laboratoire du panafricanisme, un atelier anticolonial.
C'est un voyage à travers 50 ans d'histoire décoloniale à Paris. On découvre comment tous ces artistes ont contribué à réécrire l'histoire du modernisme et du postmodernisme, comment ils ont créé de l'art abstrait et du surréalisme. On apprend aussi comment s'est organisée la solidarité entre ces artistes et comment ils ont raconté l'histoire de leur propre identité à la croisée des mondes noirs, en Atlantique, depuis l'Afrique jusqu'aux Amériques. À Paris, des artistes, musiciens et intellectuels afro-américains fuyant la ségrégation ont uni leur voix à celle d'artistes africains et caribéens pour lutter en faveur des droits civiques et de la justice raciale. L'accent n'est pas mis sur la géographie ou sur une essentialisation. Ce n'est pas une question de race. Il s'agit plutôt d'une conscience noire, d'une expérience partagée qui est incarnée dans l'exposition par le cercle qui se trouve au cœur de l'exposition. Ici, vous pouvez ressentir ce qu'est la conscience noire. Et c'est une expérience partagée, basée sur l'expérience de l'esclavage et sur l'expérience du racisme, qui est commune à la plupart des artistes de cette exposition. Longtemps ignorés par les musées français, les arts visuels noirs ont pourtant trouvé leur place sur la scène internationale. Le Centre Pompidou a déjà acquis une 40aine d'œuvres parmi celles exposées. Paris Noir se tiendra jusqu'au 30 juin. C'est l'une des dernières expositions du musée avant sa fermeture pour 5 ans de rénovation. La politique de la Chine consistant à étendre le traitement tarifaire zéro aux pays les moins avancés, avec lesquels elle a établi des relations diplomatiques, a considérablement stimulé la libéralisation du commerce. Le commerce entre la Chine et ses nations, dont 33 pays africains, a connu une croissance significative, créant de nouvelles opportunités de développement économique et de coopération. Pour les marchandises provenant de pays enclavés comme le Mali, le Niger et la Zambie, qui doivent être transbordées dans un port d'un pays tiers pour atteindre la Chine, tant qu'elles restent transportées dans un conteneur sans modification du code d'identification des scellés, l'exigence d'un certificat officiel de non-transformation d'un pays tiers est supprimée. L'expansion de taux tarifaires préférentiels aux pays les moins avancés permet non seulement de réduire les coûts tarifaires pour les importateurs chinois, mais aussi d'améliorer la compétitivité des produits. Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour rechercher un accord de cessez-le-feu limité dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Maison-Blanche et le Kremlin ont tous deux publié des déclarations écrites à la suite d'une longue conversation téléphonique entre les deux dirigeants mardi. Moscou a accepté de faire une pause de 30 jours en suspendant les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant cette période. La Maison-Blanche a décrit cet accord comme la première étape d'un mouvement vers la paix qui, espère-t-elle, comprendra à terme un cessez-le-feu maritime en mer Noire et une fin totale et durable des combats. La Maison-Blanche n'a pas précisé si l'Ukraine était d'accord avec le plan de cessez-le-feu progressif. Lors de leur rencontre avec la délégation américaine en Arabie Saoudite menée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio la semaine dernière, les responsables ukrainiens avaient accepté la proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reste toutefois sceptique quant à la volonté de paix de M. Poutine, alors que les forces russes continuent de pilonner l'Ukraine. Le président américain Donald Trump a fait de la fin rapide du conflit une priorité absolue de sa campagne présidentielle et de son début de...